Ce verrouillage juridique a d'ailleurs été condamné par toute la communauté internationale et l'ensemble des pays, surtout africains. Et cela démontre que un régime électoral peut parfaitement être légal et néanmoins fondamentalement illégitime et inconstitutionnel sur le plan des principes supérieurs. Au Cameroun, l'article 121 du Code électoral agit de façon comparable en instaurant des obstacles excessifs à l'entrée en compétition pour la magistrature suprême, réduisant de ce fait la pleine expression de la souveraineté populaire. Enfin, la désobéissance à la loi et le droit à la contestation. Le professeur affirme qu'un citoyen ne saurait refuser d'appliquer une loi qu'il estime inconstitutionnelle. Mais dans un état de droit, un citoyen conserve toujours le droit de contester la légalité d'une norme lorsqu'elle viole les principes supérieurs. Le procès, ça c'est encore un exemple historique que je vais appeler là, le procès d'Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem nous éclaire puissamment sur ce point. Eichmann justifiait ses actes en invoquant l'obéissance aux lois et aux ordres légaux du régime nazi. Mais la justice internationale a rappelé que nul ne peut s'abriter derrière la légalité formelle pour justifier l'exécution des lois manifestement contraires aux principes supérieurs de droit et de dignité humaine. Cette jurisprudence a posé un principe fondamental valable pour tous les systèmes juridiques modernes. La légalité ne protège pas l'inconstitutionnalité. De même, au Cameroun, les citoyens ont le droit, le devoir démocratique même d'ailleurs, de contester une loi électorale qui viole la Constitution, même si cette loi a été régulièrement votée. J'ai suivi un débat dans lequel le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'Université de Douala, a donné un certain nombre d'arguments et je voudrais apporter ma réflexion autour de cela. C'était un débat juridiquement intéressant. Je retiens de l'argumentaire du professeur Magloire Ondoa 3 arguments principaux. Premièrement, il soutient que le législateur dispose d'un pouvoir illimité en matière électorale. Selon lui, l'article 6, alinéa 6 de la Constitution camerounaise délègue au législateur le soin de fixer le régime électoral présidentiel, ce qui est vrai. Cette délégation étant totale, toute loi adoptée sur ce fondement ne saurait être déclarée inconstitutionnelle puisqu'elle procède d'une habilitation explicite de la Constitution. Deuxièmement, je retiens qu'il affirme qu'il n'y a pas de conflit entre l'article 121 du Code électoral qui fixe les conditionnalités de la candidature à la présidentielle et l'article 15 de la Constitution qui interdit le mandat impératif pour les députés puisque les objets traités par ces 2 articles sont différents. Il n'y aurait, selon lui, aucune contradiction. Troisièmement, enfin, le professeur soutient qu'un citoyen n'a pas le droit de refuser l'application d'une loi au motif qu'il la juge inconstitutionnelle. Seule une juridiction compétente a le pouvoir de déclarer une loi contraire à la Constitution. Permettez-moi de répondre point par point en illustrant, en prenant quelques exemples internationaux sur les arguments du professeur. Premièrement, sur le prétendu pouvoir illimité du législateur camerounais. L'article 6, alinéa 6 de la Constitution camerounaise donne compétence au législateur pour fixer le régime électoral. Mais cette compétence n'est pas absolue. Même lorsqu'il agit sous habilitation constitutionnelle, le législateur camerounais reste soumis à l'ensemble du bloc de constitutionnalité supérieure, qui est, par exemple, la souveraineté populaire, l'article fétiche de l'article 2 de la Constitution, l'égalité des citoyens, article 1 alinéa 2, et les droits et les libertés fondamentales. Le législateur n'est pas un pouvoir souverain, il est un pouvoir constitué et limité. L'exemple des États-Unis en 1954, dans l'affaire Brown against Board Education, la Cour suprême des États-Unis avait déclaré inconstitutionnelles les lois des États du Sud qui interdisaient qui instituaient la ségrégation raciale
dans les écoles publiques, bien que ces lois aient été valablement votées par les législatures de ces États. Donc l'affaire Rugby Bridge en 1960, cette petite fille noire qui était escortée par les militaires pour entrer dans une école blanche de Louisiane illustre parfaitement ce principe supérieur. Même une loi adoptée légalement devient nulle lorsqu'elle viole les principes supérieurs de la Constitution. De la même manière au Cameroun, l'habilitation donnée par l'article 6, alinéa 6, ne permet pas au législateur d'adopter des lois électorales qui contredisent les principes fondamentaux de souveraineté populaire et surtout d'égalité politique. Continuons. Sur le deuxième point, la prétendue absence ou alors absence de contradiction, de conflit entre l'article 121 et la Constitution. Le véritable problème posé par l'article 121 du Code électoral est qu'il limite de façon disproportionnée le droit de chaque citoyen de concourir librement à la gestion des affaires publiques, un droit qui découle directement de la souveraineté populaire, garanti par l'article 2 de la Constitution camerounaise. Les complexités administratives, les délais très courts, les conditions d'investiture, de parrainage, les exigences multiples de financement introduites par cet article fonctionnent comme des mécanismes de verrouillage électoral, réduisant artificiellement l'offre politique et le libre choix du peuple. L'Afrique du Sud sous apartheid. Cet exemple illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Pendant des décennies, les lois électorales étaient parfaitement légales et adoptées régulièrement par le Parlement sud-africain, n'autorisant que la minorité blanche à voter et à se porter candidate, excluant ainsi la majorité qui était noire. Techniquement, il n'y avait pas de contradiction interne dans leur ordre juridique, mais sur le plan du droit supérieur, ces lois violaient de façon flagrante la souveraineté populaire et les principes démocratiques universels. Ce verrouillage juridique a d'ailleurs été condamné par toute la communauté internationale et l'ensemble des pays, surtout africains. Et cela démontre que un régime électoral peut parfaitement être légal et néanmoins fondamentalement illégitime et inconstitutionnel sur le plan des principes supérieurs. Au Cameroun, l'article 121 du Code électoral agit de façon comparable en instaurant des obstacles excessifs à l'entrée en compétition pour la magistrature suprême, réduisant de ce fait la pleine expression de la souveraineté populaire. Sur le troisième point, enfin, la désobéissance à la loi et le droit à la contestation. Le professeur affirme qu'un citoyen ne saurait refuser d'appliquer une loi qu'il estime inconstitutionnelle. Mais dans un état de droit, un citoyen conserve toujours le droit de contester la légalité d'une norme lorsqu'elle viole les principes supérieurs. Le procès, ça c'est encore un exemple historique que je vais appeler là, le procès d'Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem nous éclaire puissamment sur ce point. Eichmann justifiait ses actes en invoquant l'obéissance aux lois et aux ordres légaux du régime nazi. Mais la justice internationale a rappelé que nul ne peut s'abriter derrière la légalité formelle pour justifier l'exécution des lois manifestement contraires aux principes supérieurs de droit et de dignité humaine. Cette jurisprudence a posé un principe fondamental valable pour tous les systèmes juridiques modernes. La légalité ne protège pas l'inconstitutionnalité. De même, au Cameroun, les citoyens ont le droit, le devoir démocratique même d'ailleurs, de contester une loi électorale qui viole la Constitution, même si cette loi a été régulièrement votée. Je vous remercie.